Bonjour, monsieur. On va essayer de vous libérer pour votre rendez-vous. Surtout, je pense que vous étiez ici hier après-midi, ça se peut-tu? J'étais supposé passer hier après-midi. C'est ça. Donc, on va essayer de vous accommoder comme on peut. Regarde. Sans indiscrétion, il est à quelle heure votre rendez-vous? Pardon? Il est à quelle heure votre rendez-vous? Moi, j'en ai pour l'après-midi. Non, mais à quelle heure, au plus tard, vous pouvez partir d'ici? Hors d'une heure. Parfait. Donc, si Pour jamais, être capable de si jamais on est capable, on va essayer au plus tard 1 heure. Là, au maximum. Parfait. Donc, bonjour, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. André Caron, je suis à la retraite. Merci. Votre témoin. Alors, bonjour, M. Caron, Alexandre Thériault-Marois. Je suis procureur pour la commission. Je vais vous demander, là, si possible, de regarder M. le commissaire lorsque vous répondez à mes questions. Et on va y aller d'entrée de jeu, M. Caron, si vous pouviez nous expliquer brièvement votre parcours académique et professionnel. OK. Bon, mon parcours académique est relativement simple parce que moi, je suis un vieux de la vieille, dans le fond. J'ai été au primaire, secondaire et à l'école technique. Et j'ai été diplômé en 2017. 2067, c'est-à-dire 1967, excusez-moi, là, nervosité un petit peu. Oui, je pensais que vous avez fait un retour aux études 2017. Ce sera peut-être possible. C'est toujours Mais possible. à l'âge que j'ai là, peut-être pas. En 1967, et puis j'ai été embauché chez IBM. OK. J'ai fait carrière pendant 31 ans. La première moitié de cette carrière-là, je l'ai faite comme technicien dans les appareils de bureau, c'est-à-dire dactylo, photocopieur, traitement de texte, PC, etc. Et au début des années 80, il y a eu un changement dans la fiscalité et puis les clients, dont la SAAC, la Régie des rentes, etc., ne louaient plus les ordinateurs centraux, les mainframes, autrement dit. La fiscalité faisait en sorte que c'était plus rentable pour notre clientèle de les acheter. Mais en les achetant, il fallait qu'ils prévoient qu'il y ait une maintenance après la garantie. Et IBM a créé à ce moment-là un secteur de représentants de services après-vente. On me l'a offert et je l'ai fait. Ma clientèle à l'époque était tous les ministères du gouvernement qui étaient pieds à terre à Québec et organismes en auto. Est-ce que la Société de l'assurance automobile du Québec était l'un de vos clients? Aussi. Et pendant cette période-là, de 1977 à 1998, les 31 ans. Je comprends que vous avez quitté IBM en 1998. Mais pendant ce temps-là, j'ai été comme commissaire d'école, fin des années 79, et puis président de ma commission scolaire des Îlets. Peut-être que pour beaucoup de monde, ça ne dit rien, mais c'est Charlebourg et plus. Là. Et on m'a suggéré d'aller comme membre de la Fédération des commissions scolaires. Je suis allé comme membre du CA de la Fédération parce qu'il y avait une représentation régionale et je représentais la région Capitale-Nationale. Et j'ai accédé à la vice-présidence, deuxième vice-présidence, première vice-présidence et présidence à cause de, en 1998, vous vous en souvenez probablement pas, mais il y a eu toute une fusion des commissions scolaires au Québec par Mme Marois. Et puis la présidente de la Fédération à l'époque ne s'est pas représentée à l'élection de 1998. Donc, j'ai dû, de par les règlements de la Fédération, remplacer Madame, je ne me souviens plus de son nom, là, à la présidence. Donc, en 1998, vous êtes devenu président de la Fédération. Président de la Fédération. Et j'ai pris ma retraite chez IBM, effectivement, parce que c'était plus faisable. Là. Et pendant cette rencontre, cette réunion, cette laps de temps-là, j'ai dû représenter les commissions scolaires à travers le Québec, c'est sûr, et aussi à travers les organismes partenaires. Exemple, Commission des partenaires du marché du travail, le Conseil du patronat, le fonds d'EduCAI, la table québécoise de la sécurité routière, pour n'en nommer que quelques-uns, parce qu'il y en a plus que ça. Là. Donc, j'ai dû, pendant cette période-là, être présent dans ces tables-là. Donc, ça m'a permis, entre autres, de tout... aussi, en passant, si c'est pertinent, là,
Vous jugerez. Pendant ces 11 ans-là, j'ai eu besoin de travailler avec 6 ministres de l'Éducation, ce qui n'est pas évident, parce que 6 ministres de l'Éducation, ça veut dire aussi 6 directeurs de cabinet qui changent. Donc, j'ai un bon vécu de l'appareil gouvernemental, comment ça fonctionne. Là, je comprends que si vous êtes resté président de la Fédération jusqu'en 2009. 2009. C'est-à-dire que moi, j'ai annoncé mon non-renouvellement de l'élection de 2009 envers la fin de 2008. D'accord. Je reviens quelques instants sur votre expérience de travail chez IBM. Quelles sont les plus hautes fonctions que vous avez occupées chez IBM? Donc, vers la fin, je présume, de votre carrière là-bas. Votre Je vais répondre autrement, puis vous avez votre réponse après. J'ai toujours refusé des postes à l'extérieur du Québec, de la ville de Québec, parce que j'avais jamais l'assurance de revenir à Québec. J'ai même eu des offres pour aller travailler aux États-Unis. Non, je n'ai pas refusé. Toronto, c'est la même affaire. Donc, j'ai toujours demeuré à Québec et le poste le plus... J'ai jamais occupé de poste de direction. Je me plaisais énormément dans mon emploi de représentant de services après-vente. Et j'avais des bonnes relations avec mes clients. Mais c'était un représentant de services après-vente chez IBM. Tu as un salaire, mais tu as une cote, tu as un objectif. Donc, j'ai dû rencontrer tous les objectifs parce que j'ai été même reconnu nationalement pour être un des premiers représentants. Est-ce que vous connaissez Mme Corinne Charette? Je l'ai connue à la SAC. Vous ne l'avez pas connue alors qu'elle était chez IBM en même temps que vous? Non, elle est à Montréal, probablement, pas à Québec. C'est pas si loin que ça. Bien, c'est parce qu'on était... Je ne connais pas la carrière de Mme Charette, parce que dans ma carrière à moi, j'étais toujours au niveau de... Là, vous parlez de la première moitié de ma carrière ou la deuxième moitié? La première moitié, j'étais technicien, là. J'étais dans les machines, dans l'équipement comme tel, puis support aux techniciens qui étaient sur le champ, dans le champ. Donc, la deuxième moitié, j'étais représentant, mais si Mme Charette n'était pas dans ce secteur-là... Donc, vous avez appris que Mme Charette était une ancienne de chez IBM alors que vous siégez avec elle au conseil d'administration de la société. Elle me l'a probablement dit, mais je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas vous me le dites, là, puis je ne me rappelle pas. Je ne me rappelais pas. D'accord. Donc, expliquez-nous votre rôle, justement, là, à la Société de l'assurance automobile. Quelle fonction est-ce que vous avez occupée? Là, au niveau du poste au conseil d'administration, et puis au comité DTI. D'accord, mais juste, on va y aller morceau par morceau, là. À quel moment est-ce que vous avez été nommé au conseil d'administration? 2009. Fin de l'année 2009. Ou au début de l'année 2010, mais je ne m'en souviens pas exactement. Ça, je vous suggère le 30 septembre 2009. Ah, ça se peut. Ça va? Oui. Puis vous avez quitté à quel moment? Ça doit être au début de 2019. 20 mars 2019? Bien, vous avez des papiers, moi, j'ai juste ma mémoire. Parfait. Mais ce qui est important, puis je vous le réitère, c'est-à-dire ce qui fait preuve, c'est ce que vous me dites, pas la question. Donc, si vous êtes d'accord avec lui, vous dites oui, puis je ne suis pas d'accord avec lui, vous dites non. Je n'ai pas le choix d'être d'accord parce qu'il y a une preuve, lui. Moi, je n'ai pas. Mais ça fait du sens. Hein? Vous avez été là du 30 septembre 2009 jusqu'au 2 mars 2019, vous avez dit, mec? Oui. Parfait. 20 mars 2019, pardon. Et quelle est la raison de votre départ, M. Caron, en 2019? En 2019, c'est pas ma décision. C'est que ce que j'ai cru comprendre à travers les années, c'est qu'un membre du conseil d'administration de la SAQ est nommé pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Donc, si vous calculez comme il faut, 2009 et 2019, ça fait 10 ans. Vous avez été renouvelé une fois. 2 mandats. Fait qu'on m'a tout simplement annoncé que mon deuxième mandat se terminait puis que c'était fini. D'accord. Vous avez écouté les témoignages précédents des membres du conseil d'administration à la commission? Non, seulement que Mme Champoux tantôt. D'accord. M. Geoffrion, hier, vous n'avez pas écouté? Vous parlez des membres? Ah, ben oui. Très, très vaguement. Outre M. Geoffrion? Ben, quelques instants, peut-être que 10 à 15 minutes du président du CA, M. Mordon. D'accord. Et je comprends également que vous avez révisé les procès-verbaux
du conseil d'administration en préparation de votre témoignage aujourd'hui? Effectivement, j'ai révisé les procès-verbaux. Je me suis même fait un tableau avec la numérotation des procès-verbaux et de retirer le principal, surtout au niveau des TI. Disons que s'il y avait des résolutions au niveau des finances, tout à fait, je ne vais pas porter de temps. Parce que même à ça, j'ai mis une dizaine d'heures à préparer ce tableau-là. Donc, mais demandez-moi pas de le réciter par cœur, je ne suis pas capable. C'était à votre connaissance, M. Caron, que le contrat cadre avec l'Alliance qui a été octroyé à LGS, qu'LGS était une filiale ou en fait était propriété de IBM. Oui. Et vous, depuis votre départ chez IBM en 1998, est-ce que vous avez conservé des intérêts financiers, des actions, par exemple? Peut-être des actions, quelques années, vous étiez fini. Vous les auriez vendues quoi, assez rapidement? Probablement, je ne m'en souviens pas. Mais écoutez, là, moi, là, dans mon nouveau rôle, là, j'avais pas le temps de m'arrêter à ce genre de cadique-là. Je comprends pas ce que non, mais à la Fédération, là, c'était 60 à 70 heures par semaine. 50 000 km par année. Donc... Ce que vous dites finalement, c'est que vous auriez vendu vos actions lorsque vous étiez président de la Fédération, avant que vous soyez membre du conseil d'administration de la société. Je m'en rappelle pas. Vous avez peut-être... Excusez, je me rappelle d'avoir déjà eu des actions d'IBM, mais quand est-ce que je m'en suis... Je les ai laissées pas, je ne sais pas. Vous avez peut-être entendu M. Geoffrion mentionner qu'il travaillait chez LGS juste avant la vente de LGS à IBM. Madame Charette également, on en a parlé. Vous avez fait carrière chez IBM. Est-ce qu'à un certain moment, ça a créé des questions ou des discussions que vous soyez d'anciens d'IBM au conseil d'administration et que vous aviez finalement à prendre des décisions sur ce qui est probablement un des plus gros contrats de la société qui impliquait IBM, justement? Je vais essayer de répondre à votre question dans ce sens. C'est que moi, donc à la Fédération, puis dans les organismes que j'ai représentés à la Fédération, j'ai toujours travaillé sur des conseils d'administration qui avaient à peu près les mêmes structures que la SAQ, des comités spécifiques au champ d'activité de ces conseils d'administration-là et du personnel. Donc, moi, à la SAC, ma préoccupation, c'était qu'on ait des comités aussi. J'étais content. Et que m'assurer que le personnel qu'on avait à notre emploi était professionnel. Puis moi, j'ai toujours travaillé quand le conseil d'administration a des comités qui travaillent sur des détails des objets, des préoccupations, puis qui arrivent au conseil d'administration, ils ont fait le travail. Donc, j'ai toujours eu confiance au comité puis au personnel. Donc, à la SAC, c'est la même chose que j'ai utilisé comme processus ou comme mentalité, si vous voulez dire. J'entends bien ce que vous me dites, là, mais malheureusement, ça ne répond pas à ma question. Ma question, c'est, vous êtes quelqu'un qui a fait carrière chez IBM. Vous avez d'autres membres qui ont eu des intérêts, qui ont été impliqués également. Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions à cet effet? Est-ce qu'il y a eu des inconforts? Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées relativement à un potentiel conflit d'intérêts ou à un inconfort de prendre des décisions qui impliquaient votre ancien employeur? Ça n'a jamais été soulevé comme question à moi. Et puis, pour moi, c'était quelque chose du passé. Ma carrière chez IBM était finie. 31 ans, c'est assez. Puis j'avais d'autres choses. J'avais eu 11 ans à la Fédération des commissions scolaires qui m'a fait oublier ce que j'ai passé chez IBM. Donc, quand je suis arrivé à la SAC, là, c'était loin, là. Puis il n'y a pas eu de discussion non plus avec M. Geoffrion, Mme Charette relativement à cet enjeu-là? Pas du tout. Et vous me dites que vous vous sentez tout à fait confortable de prendre des décisions dans l'intérêt de la société? Tout à fait, parce que vous avez vu, en tout cas, je peux le répéter si vous voulez, là, mais ma mentalité ou ma façon de travailler, moi, c'est de travailler sur un conseil d'administration qui est bien supporté par des comités, puis qui est bien supporté avec du personnel compétent. Oui. Rendu là, tu te fais présenter en détail c'est quoi qui se passe, puis tu prends une position avec ton gros bon sens. J'aimerais justement que vous m'expliquiez comment vous avez été nommé sur le conseil d'administration de la société et également comment vous avez été nommé par la suite sur l'un des comités. OK. Mon arrivée à la société, c'est que moi, j'avais fait l'annonce en
en 2008 à peu près, là, à la fin 2008, que je ne postulerai pas sur la présidence à l'élection de juin 2009. Donc, ça a été connu publiquement. J'ai même eu, je pense, des entrevues médiatiques là-dessus. Donc, tout le monde connaissait ça. Et compte tenu que j'ai connu beaucoup de gens dans les 11 ans au niveau du gouvernement du Québec, soit comme ministre, comme directeur de cabinet ou de député. Il y a des gens qui m'avaient côtoyé pour être en politique, que j'ai refusé. Mais là, il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit qu'est-ce que tu vas faire après? Ben, j'ai dit si ma connaissance, mon vécu est profitable pour siéger en conseil d'administration à quelque part au Québec, moi, je suis prêt. Je m'appellerai. C'est ça qui est arrivé. Donc, votre candidature n'a pas transité d'abord et avant tout par la société, mais davantage par la branche politique. La branche politique. Puis là, la personne me suggérait, envoie ton CV à telle personne, ton CV à telle personne. Puis, attends. Est-ce qu'on peut mettre des noms sur avec qui vous avez parlé d'abord et avant tout, puis ensuite à qui vous avez envoyé votre CV? Bon. À qui j'ai envoyé mon CV, j'ai aucune idée. Je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est à la société ou est-ce que non, c'était à la haute fonction publique ou je ne sais pas pourquoi, je me souviens pas. Emploi supérieur. Moi, je me souviens pas, quelque chose de même. Aux emplois supérieurs, oui, effectivement. Et puis, ça, c'est un hasard assez étonnant. C'est que, en 2008, là, je vais te faire un petit peu une introduction, là, parce que c'est important. En 2008, il y a eu une crise financière au Canada. Hein. Et le gouvernement de l'époque, à ce moment-là, avait créé des comités de travail. Et puis, j'ai été mandaté par la Commission des partenaires du marché du travail à siéger sur un de ces comités-là, des comités de 4 ou 5 personnes. Et à ce moment-là, M. Charest était sur ce comité-là. Et en sortant d'une réunion, à un moment donné, il dit, André, il dit, tu fais quoi, là? Pas pour parcourir le centre d'achat. Non, il dit, si je peux travailler pour quelque part... que mon expertise, mon vécu à la Fédération des commissions scolaires peut être utile, si vous pensez que ça peut l'être, bien, c'est pas compliqué. Il envoie ton CV à je ne me souviens plus qui. Donc, cette personne-là, c'était Jean Charest lui-même. Oui. Et ça a pris un certain délai? Ça a pris combien de temps ça a pris? Je ne me souviens pas. Parce que ça, je ne me rappelle pas. Mais ça, c'est suite à cette rencontre-là. Parce que là, le délai est court, là, je vous souviens non, mais attendez une minute, là. Moi, ma décision était prise en 2008. Puis de quitter la présidence. Elle était connue en 2008. Donc, de 2008 à juin 2008, j'étais encore président, mais je pouvais faire d'autres choses. Okay. Donc, j'ai dû faire la demande dans cette période-là, entre janvier 2009, puis, je ne sais pas quand, jusqu'à temps que ma nomination ait eu lieu. Ben, c'est ça, votre nomination, c'est le 30 septembre 2009. Là, donc. Non, mais j'ai dû faire ça tout de suite après la recommandation ou la suggestion de M. Charest. D'accord. Et allons-y tout de suite là, au comité, au sous-comité du conseil d'administration. Vous avez été membre d'un sous-comité? Oui, le comité DTI. D'accord. Et à quel moment vous avez été nommé sur ce comité? Il aurait fallu que je porte attention au PV que j'ai parcouru. Mais par contre, je l'avais juste 2013. Mais ça a été au conseil d'administration. Mais ça, c'est la décision du président de l'époque. Et puis, probablement en conjugation avec la haute direction. Est-ce que vous avez, de mémoire, est-ce que ça a été assez rapide, votre nomination au comité DTI? Je ne m'en rappelle pas. Parfait. Et sur quelle base vous avez été nommé? Je comprends que vous n'êtes pas nécessairement dans la tête du président du conseil d'administration, là, mais est-ce que c'est votre profil technologique, vos expériences chez IBM qui ont fait en sorte que vous avez été nommé sur le comité? Je ne m'en rappelle pas. Je peux pas répondre à votre question parce que c'est eux qui ont cette information-là. Moi, je ne l'ai pas, l'information. Ils m'ont demandé, ça te tente-tu de faire ça? Oui. Okay. Je vais poser la question autrement, M. Caron. Lorsque vous arrivez au conseil d'administration en 2009, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil d'administration qui ont, disons, un profil technologique ou une certaine expérience de travail pertinente dans les TI? Pour être précis à votre question, à l'arrivée du conseil, non, je ne connaissais pas personne. Non, je comprends, mais écoutez, dans les premiers mois, les premières années, là, au conseil d'administration, vous parlez aux gens qui sont autour de vous, vous connaissez un peu leur expérience de travail. Est-ce que vous êtes le seul à ce moment-là qui a un profil TI ou il y en a d'autres? Écoutez, j'ai réalisé, par exemple, qu'il y avait des gens de peu près n'importe
tous les secteurs des avocats, des comptables, des fiscalistes, etc., etc. Mais aller jusqu'à à réaliser qu'il y avait des gens en technologie d'information, je n'ai pas réalisé ça. Vous n'aviez pas, là, par exemple, quand vous étiez au conseil d'administration, 2009, disons jusqu'à 2015, vous n'aviez pas identifié quelques autres personnes qui avaient des connaissances en TI, puis vous étiez capable d'approfondir certaines discussions avec eux? Je comprends votre question, mais vous m'avez posé la première question, à savoir à mon arrivée. Non, mais là, je ne pas sur les mots. Là, je pense que vous avez compris sa question. Oui, mais j'ai réalisé après que oui, il y a eu d'autres personnes qui étaient peut-être habiles ou en connaissance, comme M. Geoffrion, par exemple, il est arrivé. Puis, je pense qu'il est arrivé en 2013. D'autres personnes, sinon, à part M. Geoffrion? Et c'est une bonne question. Bien, il y a eu Mme Croteau qui était présidente du comité TI, donc elle devait avoir probablement le potentiel pour faire le travail. D'autres personnes. Je ne me souviens pas. Mme Charette, j'imagine, je comprends qu'elle est arrivée en 2019. À la fin de mon mandat, je sais quand elle est là, en quelle année, vous devez le savoir? Elle est arrivée quelques mois avant votre départ. Ouais. Bon. Fait qu'on n'a pas travaillé longtemps ensemble. Donc, vous avez identifié M. Geoffrion. Oui. Également la présidente du comité TI. Mme Croteau. Mme Croteau en même temps. Parce qu'elle a été présidente du comité TI, fait que je dois là, vous assumez... Tout de suite penser que si l'on me nommé président du comité TI, il y avait des bonnes raisons. Mais ça, c'est une... Vous l'assumez, là. Vous ne connaissez pas son CV. Vous n'avez pas de souvenir de son CV. Bien, son CV, moi, je suis conscient qu'elle était doyenne à Concordia. C'est tout ce que je sais. Quel est le rôle, si je vous pose la question de façon générale, M. Caron, là, quel est le rôle d'un conseil d'administration? Comment vous voyez, vous, votre rôle, de façon individuelle, mais également collectivement, là, auprès de la société? Le rôle d'un conseil d'administration, dans le fond, c'est le groupe de personnes qui représentent, dans le cas de la société, en tout cas, une panoplie de connaissances, un petit peu partout. Puis qui, avec leur gros bon sens, puis leurs connaissances, leurs acquis, leur vécu ou leurs connaissances, vont prendre les bonnes décisions. Ça a été la même chose au niveau des autres conseils d'administration que j'ai assisté, puis peut-être une sourdine, même un petit à côté, là, hein? À la Fédération des commissions scolaires, moi, j'avais un conseil d'administration de 60 personnes. Faites le calcul, c'est la moitié de l'Assemblée nationale. C'est des personnes qui viennent de partout au Québec, mais qui se font confiance entre eux autres, puis qui participent à des comités, puis qui amènent des propositions au conseil d'administration. Donc, pour moi, c'était le cadre d'un conseil d'administration. À la SAC, c'était la même chose. Puis, il y avait ce genre de personnes-là qui étaient autour de la table, puis qui faisaient confiance au comité qui était en place, puis confiance au personnel de la haute direction ou au personnel des vice-présidences qui étaient là, que ce soit le vice-président au TI ou le vice-président aux finances. Quand il arrivait pour nous faire des présentations, il faisait toujours Madame la présidente à l'époque, Madame Nathalie, était très, 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 très habile à présenter les choses point par point. Et Madame Nathalie Tremblay. Madame Tremblay. J'oubliais le nom, là, vous voyez. J'ai pas beaucoup mais donc, vous leur faisiez confiance, c'est ce que j'entends de votre part. Tout à fait. Et un que je peux préciser, là, c'est que M. Malenfant avait l'habilité à vulgariser ses présentations pour les mettre à un niveau, autrement dit, de quelqu'un qui est à peu près nul. C'était vraiment très, très clair, ces présentations. Comme vous avez dit, le conseil d'administration, c'est des personnes qui viennent d'horizons variés. Donc, bien évidemment, il y en a qui sont peut-être plus comme vous, versés dans les technologies d'information, M. Geoffrion, mais par exemple, Mme Payet, qu'on a vu ce matin, nous l'a dit très candidat, c'était peut-être pas sa tasse de thé. Exactement. Donc, bien évidemment. Donc, on fait un acte de foi là, envers les personnes qui sont chargées de vous présenter un projet. Il faut faire confiance. Faire confiance.
Donc qui, et vous avez en partie répondu à ma question, là, donc qui doit rendre des comptes au conseil d'administration? Normalement, si on regarde l'organigramme, c'est la présidente directe PDG. Et en pratique, comment ça se déroule? Ça se déroulait comme ça aussi. Puis avec une performance très exceptionnelle, tant qu'à moi, pour avoir participé à d'autres conseils d'administration. Là. Et donc, c'était seulement Mme Tremblay à ce moment-là, seulement la PDG ou la PCD pendant un certain moment? Pas nécessairement. Dépendant des dossiers, elle se faisait appuyer avec un gestionnaire ou une direction de service. C'est clair, très, très clair. Évidemment, quand il est question du projet CASA. C'est Carl Valenfant qui était son bras droit. Et maintenant, le conseil d'administration de la société, lui, à qui il doit rendre des comptes? Mais rendez compte, on est sous la gouverne du ministère des Transports. Donc, j'imagine que légalement, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, je n'ai pas la connaissance de ce niveau-là. Là. J'imagine que le ministère des Transports pourra toujours intervenir dans le conseil d'administration pas de la fédération, je m'excuse, là, mais de la société. Vous avez été informé, vous, de rencontres pendant votre mandat, de rencontres avec le ministre des Transports ou son cabinet ou encore le ministre délégué à la transformation numérique. Il y a eu des rencontres avec eux concernant le projet CASA. Est-ce que vous vous étiez informé de ça? J'aurais tendance à penser que ça s'est plus arrivé après mon départ. Parce que moi, probablement, vous avez des notes devant vous, là, mais le contrat a été signé en 2017. Moi, ma préoccupation avant que le contrat se signe, j'avais une vision qui est peut-être très personnelle, je suis peut-être la seule au Québec à l'avoir, là, mais voici. C'est que dans un appel d'offres, d'abord, le partage de risques est important. Moi, je suis contre les appels d'offres puis les contrats où il y a un chiffre en bas puis c'est le plus bas qui gagne. Ça ne marche pas. Dans ma tête, ça n'a jamais marché d'ailleurs. Ça n'a pas marché toujours. Parce que je n'ai pas toujours été invité dans les participations. Et ce que j'ai aimé aussi dans le processus qui a été fait à la SAQ, c'est que si ma mémoire est fidèle, il y avait eu un appel d'opportunité à des entreprises. Ça vous intéressera-tu de répondre à un appel d'offres sur ce projet-là? Et là, il a été retenu, je pense, si ma mémoire est bonne, deux compagnies qui pouvaient répondre, qui étaient aptes ou qui avaient envie de répondre. Et là, une fois que ces compagnies-là ont été sollicitées puis répondues, il y a eu tout un processus d'audition, genre comme ici, là, que la SAAC a questionné ces entreprises-là pendant des jours de temps. Et là, ils en sont venus avec un pointage, j'imagine, de laquelle des deux compagnies, des deux firmes étaient gagnantes. Puis là, ils ont ouvert les enveloppes de prix. Il y avait une pondération avec la qualification et puis le prix pour déterminer laquelle des deux. Puis ça a été l'alliance qui a été retenue. Alors, vous m'expliquez, M. Caron, votre compréhension du processus contractuel, mais j'ai peine à faire le lien parce que ma question portait sur les rencontres entre la société et les ministres ou leur cabinet. Donc, et là, je pourrais vous suggérer, là, plus spécifiquement, en 2018, donc avant votre départ, il y a eu justement des rencontres avec le ministre des Transports et à l'époque, le ministre délégué à la transformation numérique. Ça, est-ce que vous êtes informé de ça? Est-ce que vous avez souvenir de ça? J'ai pas souvenir de ça, mais si ça a été apporté au conseil d'administration, c'est que dans les procès-verbaux, Mme Tremblay avait toujours la gentillesse ou l'obligation de nous faire un topo de ce qui s'était passé dans les mois entre les deux comtés d'administration. Et s'il y a eu des rencontres avec peu importe qui, elle nous le signalait. Mais ça ne faisait pas partie des procès-verbaux, ça. D'accord. Et vous, les relations politiques que vous aviez tissées à l'époque comme président de la Fédération scolaire, là, la Fédération des commissions scolaires, n'ont pas été mises à profit? Pas du tout. Comme j'ai fait après 2019, tout ce que j'avais à la SAAC a été dans des chiqueteuses. Et vous avez donc participé à aucune rencontre? Non, aucune.
Qui était donc, vous avez parlé de Mme Nathalie Tremblay, est-ce qu'elle était présidente du conseil d'administration? Est-ce qu'elle était, PDG. je reviens, donc on va regarder ensemble d'abord les présidentes du conseil d'administration. Qui était-il pendant votre mandat entre 2009 et 2019? En 2009, je ne me souviens pas du nom de la personne, c'était un monsieur, mais je ne me rappelle pas. Il n'a pas été longtemps, lui, il s'en allait à la retraite. C'était Mme Tremblay. Ça a été Mme Marianne, le prénom, j'oublie, Tawil, qui était présidente du conseil d'administration un bon bout de temps et qui était remplacée par M. Normand. Pas Normand, Morneau. Puis après M. Morneau, ça a été c'était Mme Lorna Telford, je pense. Telford, très bien. Et vous avez combien de rencontres par année, là, environ, à votre souvenir? C'était à peu près une douzaine, mais si je fais référence à ce que j'ai consulté pour me préparer, entre 2013 et 2019, il y en a eu 43. Donc, sur dans le délai-là, sur cette période-là. Et là, vous incluez les comités TI non, ou seulement les conseils d'administration? Parfait. Et donc, les comités TI maintenant? À peu près la même chose parce qu'on était toujours entre deux conseils d'administration, ou à peu près. D'accord. Et concernant le projet CASA maintenant, plus spécifiquement, quelle était la responsabilité du comité TI relativement au projet CASA? Bon, moi, je comprends là, qu'on est proche de mon 2019, là. Donc, le comité avait des rapports de la vice-présidence TI avec des échéanciers, des tableaux, puis comment ça va, puis c'était pas en détail de technologie, mais dans le processus. Puis dans ce processus-là, à ce moment-là, il y avait des représentations, pas des représentations, ou des fois des suggestions d'amener des décisions au conseil d'administration. Mais c'est seulement des propositions. Il n'y a pas de pouvoir au comité TI. Là. Mais est-ce que vous avez souvenir, M. Caron, que dès l'année 2016, on a constitué le comité conjoint pour suivre le projet CASA? Conjoint TI vérification? Oui. Oui, mais pas toutes les rencontres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que si mon souvenir, là, c'est que il y a peut-être une rencontre sur deux, mais là, peut-être que mes collègues qui vont venir voir là, plus tard vont corriger mon manque de mémoire, mais il me semble que les comités conjoints étaient comme une fois sur deux. Mais je ne suis pas sûr. Mais ils avaient la responsabilité spécifique de traiter du projet CASA. Entre autres, oui. La compréhension que l'on avait dans l'enquête jusqu'à présent, c'est que le comité TI allait s'occuper de tout ce qui est technologie, mis à part le projet CASA. Et pour ce qui est du projet CASA, lui, il était traité spécifiquement par le comité conjoint pour ensuite être présenté au conseil d'administration. Je n'ai pas souvenir qu'on avait ça comme ça. Non? Non. Donc, que ce soit au comité conjoint ou au comité TI, lorsqu'on parlait du projet CASA, comment l'information vous provenait, vous, comme membre du conseil d'administration? C'était souvent très détaillé parce que je me souviens de certaines rencontres qui ont duré quasi une journée, soit à Montréal ou à Québec. Là. Mais c'était dans les détails. Mais des détails que je me suis aucune souvenance aujourd'hui. Là. Mais peut-être que vous vous souvenez de la forme que ça prenait. D'abord, c'était qui venait faire ces présentations-là? Souvent, M. Malenfant. Et lui, il était appuyé par quoi? Souvent, il y avait des spécialistes de son équipe avec lui, dépendant de quel sujet qui serait traité. Puis là, à ce moment-là, il nous faisait des présentations. Mais justement, ces présentations-là, elles prenaient la forme d'une présentation PowerPoint, si je ne m'abuse? PowerPoint, très détaillé, puis on pouvait questionner pour... Bon. Et vous, là, vous dites, bon, des rencontres du comité conjoint pouvaient durer jusqu'à une journée. J'imagine dans ce cas-là que l'information que vous avez, elle est plus importante au comité conjoint ou au comité TI que l'information qui va par la suite être transmise aux autres membres du conseil d'administration.
Bien, il faut comprendre que là, le comité TI ou le comité conjoint a à prendre une décision. Bon, ça a de l'allure. La présentation que vous venez de nous faire a de l'allure. Vous nous proposez quoi? Donc, dans la proposition, c'est une proposition de résolution pour le CA. Et là, dans la proposition du CA, bien, c'est sûr que la présentation au CA ne durera pas une journée. Là. Elle va être nécessairement plus courte que celle. Elle va être synthétisée. Parce qu'elle a déjà été, puis c'est ça l'objectif d'un comité, c'est de travailler en profondeur, puis d'amener le résumé ou le consensus du comité au conseil d'administration. Mais là, j'ai accroché sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Je vous ai parlé du projet CASA, puis là, vous m'avez dit, ben là, on approchait de mon départ en 2019. Mm-hmm. Mais on est d'accord que le projet CASA, là, ça a commencé bien avant 2019. Là. Les premières étapes, les premières bases ont été jetées en 2014, 2015, même avant. Oui, mais pour moi, ce qui était important de CASA, c'est plus à la signature du contrat. Avant le contrat, oui, il y a eu des travaux, mais ce que je me souviens de plus, c'est après le contrat. Avant le contrat, c'était la préparation de l'appel d'offres. Appel d'offres qui avait, je ne sais pas combien, M. Geoffrion, hier, il a dit que c'était ça de paix, là. Je pense pas, là. Un petit peu plus petit que ça, mais ça va des milliers de pages. Donc, on n'a pas été sollicité pour aller travailler dans la rédaction de l'appel d'offres. C'est pas notre rôle. Mais vous étiez donc dans le comité conjoint déjà en 2016, là, avant la signature du contrat en 2017. Oui. Monsieur Carl Malenfant, justement, est-ce que vous avez participé au processus de recrutement de Monsieur Carl Malenfant? Pas du tout. Donc, la seule fois où vous avez été impliqué, c'est lors de la présentation par Mme Tremblay. Et qu'est-ce qui vous est dit à ce moment-là de souvenir? Comment est-ce qu'on vous présente M. Malenfant? Mon souvenir, c'est qu'il a fait un petit peu la revue de sa carrière, notamment son projet PGI à Hydro-Québec. Oui. Puis ses forces. Puis qu'est-ce qu'on vous a dit justement sur le projet d'implantation du PGI chez Hydro-Québec? Est-ce qu'on vous a dit que ça s'est très bien passé, que ça s'est plutôt mal passé? Je me souviens qu'on a mentionné qu'il y avait l'expérience du PGI à Hydro-Québec, mais les détails de cette présentation-là, je ne les ai pas. Là. Vous savez pas, vous vous en rappelez pas ou on ne vous a pas dit si ça s'était bien passé ou mal passé? Je ne me rappelle pas si on me l'a dit. Parfait. Et comment il était perçu, M. Malenfant? Vous avez dit qu'il y a des présentations qui sont très claires, qui sont très pédagogiques d'une certaine façon, M. Malenfant. Mais donc, les membres du conseil d'administration, comment ils le perçoivent? Comment ils apprécient son travail avant votre départ en 2019? L'évaluation que j'en ai, c'est que M. Malenfant avait une très belle personnalité. Puis je pense qu'il y avait des relations très positives avec tous les membres du conseil d'administration. Il y a peut-être des membres qui l'ont questionné plus parce qu'il y avait plus de background dans la technologie que moi, je pouvais en avoir. Mais à part de ça, moi, M. Malenfant, c'est champion. Là. Puis lorsque vous êtes rentré chez vous en 2019, puis que vous avez vu ce qui est advenu du projet CASA un peu plus tard, donc en 2022-2023, est-ce que là, a posteriori, vous êtes dit, oh ben là, peut-être que l'information qu'il m'avait donnée M. Malenfant n'était pas tout à fait juste ou était peut-être incomplète? Ou... Je vais être franc avec vous. Même au moment où on se parle, je ne suis plus les informations. Je ne suis plus les nouvelles. Moi, je suis mon ordinateur que j'ouvre à la page Windows, puis je regarde des grands titres, puis c'est tout. Vous n'êtes pas intéressé, outre mesure? À... Non. Je suis plus là. On va prendre un pas de recul. Donc, on va aller... on va regarder ensemble la période, peut-être, en fait, celle qui est préalable à l'embauche de M. Malenfant. Est-ce que vous vous souvenez qui occupait les fonctions de M. Malenfant avant son embauche? Je vais vous donner son prénom, mais son nom ne me vient pas à l'esprit. Là. C'est Michel. Léveillé? Oui. Et quel était son projet, M. Léveillé? Est-ce que lui planche sur CASA ou lui, c'est quoi son... OK. Je suis content que vous me posiez cette question-là parce que dans le fond, M. Léveillé, ce qu'il nous avait démontré, c'est que la technologie de l'époque était désuète. OK? Là, je vais utiliser un mot
un mot technique, là. L'ordinateur central, il tirait à sa fin. Et au niveau hardware, ça veut dire, et au niveau aussi support. Donc, on n'avait pas le choix. C'est comme, si je prends l'exemple, là, si vous travaillez avec Windows, puis que Windows, il vous dit qu'on ne supportera plus telle version à telle date, bien, vous n'avez pas un choix, là. Donc, c'est lui qui décide. Donc, c'est à peu près la même chose qui se passait au niveau de la plateforme centrale, puis que aussi, la SAG est vraiment en développement, puis il manquait de ressources capables. Je me rappelle, un certain moment donné, Michel nous avait raconté, il dit, moi, des programmeurs en COBOL, j'en trouve plus, là. Il n'y en a pas. En COBOL, C-O-B-O-L, c'est le langage. Le langage COBOL, il n'y en a plus, je ne peux plus l'engager, il n'y en a plus, je vais faire quoi, là? Donc, il y avait une solution à faire, une solution à prendre, une décision à prendre pour régler cette problématique-là. Donc, ça a été plusieurs rencontres où Michel nous a comme amené à l'idée que la technologie que la SAC avait, il fallait qu'elle soit remplacée par d'autres choses. Mais justement, outre ce constat de M. Léveillé, est-ce que lui avait déjà décidé que ça passerait par un PGI ou il y avait plutôt d'autres options qui étaient sur la table à ce moment-là? Je pense pas que M. Léveillé nous a amené plutôt, il nous sensibilisait à l'effet qu'il fallait qu'on fasse de quoi. Mais les solutions, je ne me souviens pas qu'il nous en avait proposé. Donc, le PGI est davantage arrivé avec M. Malenfant par la suite? Je pense que oui. Ou précédent M. Malenfant, mais comment, je ne sais pas. Et est-ce que vous êtes capable de nous dire comment le processus décisionnel vers le PGI s'est effectué? Non, je ne suis pas capable de répondre à ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous saviez, vous, lors de l'embauche de M. Malenfant, qu'il avait justement de l'expérience avec le PGI chez Hydro-Québec? Bien, dans la présentation de Mme Tremblay au conseil d'administration, elle nous a fait mention que M. Malenfant avait de l'expérience sur le PGI de Hydro-Québec. Quel PGI, de façon plus spécifique? Est-ce que ça vous avait été mentionné? Non, je ne me rappelle pas. Qu'en est-il, M. Caron, de l'implication de SAP dans ce processus décisionnel, justement? Là, vous me posez une question trop technique. J'ai aucune idée. SAP, vous savez ce que c'est? Ben, j'ai su ce que c'était, mais une fois que c'était arrivé, pour moi, SAP, là, je ne connaissais pas ça. Mais vous, en amont, si je vous suggère que, par exemple, des clients de SAP ont été visités par la société, que SAP elle-même a été visitée par la société, est-ce que ça, vous n'étiez pas impliqué ou vous ne saviez pas? Je n'ai pas eu connaissance de ça. Et si je vous suggère maintenant là, que la société a mentionné avant de lancer le processus d'appel d'offres qu'elle avait fait une étude sérieuse et documentée pour évaluer ses besoins, estimer les coûts du projet, etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez un document ou une présentation en tête? Mais il y a dû sûrement en avoir au niveau du comité. Du comité? Comité TI. Sur lequel vous étiez? Oui, mais... Oui. Tu sais, là, on recule de 10 ans, 12 ans. Je ne me souviens pas. Est-ce que vous avez un chiffre en tête sur l'estimation des coûts? Comment vous avez représenté là, que cette solution-là allait coûter à la société? Là, je vais vous répondre parce que j'ai entendu Mme Paris tantôt parler de 200 millions. Donc, mais 200 millions... Vous ne savez pas. Non, je ne m'en rappelle pas. Je peux pas répondre avec... J'ai compris que je ne peux pas répondre avec des choses que j'ai entendues depuis que vous siégez. Ben, c'est parce que ça vaut pas grand-chose. Ben oui, mais j'en ai pas d'autres. En termes de valeur probante, j'aime mieux vous me répondiez, je ne sais pas. Je sais pas. Sauf des mots. Bon, vous avez parlé d'une pile de documents là, pour le processus d'appel d'offres. J'ai fait référence à l'image de M. Jeffrey Young. Vous mettez la pile un peu plus basse? Ben, il me semble que oui, c'est exagéré un peu. En tout état de cause, l'avez-vous lu, cette pile de documents? Non. Non. Donc, quand vous m'avez parlé tout à l'heure de votre compréhension, là, vous avez fait
quand même un long laïus sur le processus d'appel d'offres, comment l'adjudicataire avait été sélectionné. Ça, cette compréhension-là, vous la tirez de quoi? De où? Moi, j'ai toujours prôné pour qu'on ait un bon processus avec un appel d'offres qui va avoir une gestion de risque, puis un contrat qui va avoir une gestion de risque, parce que si le fournisseur fait une bonne job puis il a fait avant l'échéancier qu'on lui a donné, il est récompensé. Mais s'il fait l'inverse, il va être puni. C'est ça que moi, j'ai toujours prôné. Oui, mais c'était pas ma question, c'est pas qu'est-ce que vous avez émis dans le processus contractuel, c'est plutôt l'information que vous nous donnez aujourd'hui, là. Vous la tirez de quel endroit? Vous n'avez pas lu la documentation? C'est une présentation à ce moment-là? Le cas échéant de qui? Vous parlez du phénomène du risque dans un appel d'offres? On peut parler de Ça la clause de a partage. toujours été dans ma tête depuis toujours. Non, mais OK. Je reprends ma question, M. Caron. Allez-y. Vous n'avez pas lu les documents d'appel d'offres? Non. Qui vous les a présentés? C'est sûrement Mme Tremblay puis M. Malenfant qui les a présentés dans les grandes lignes. OK? Ils ne sont pas passés à travers le paquet de... Puis il y avait dans ça ma préoccupation personnelle à moi que la gestion des risques, il fallait qu'elle soit dedans. Bon. Mais la clause de partage de risque, là, parlons-en quelques instants. Que je connais pas, entre autres. Là, mais... Vous ne l'avez pas lu? Non. Mais je me fiais au personnel qui était là. Vous ne l'avez pas lu, puis vous non plus, vous ne connaissez pas, ou en tout cas, vous n'êtes pas en mesure de nous dire c'était quoi les mécaniques, les mécanismes. Vous trouvez ça bon, vous trouvez que ça a de l'allure d'avoir ça, mais comment ça opère, ça, vous n'êtes pas capable de nous le dire. C'est pas mon travail. Puis aux questions qu'ils vous ont posées ce matin, possiblement qu'on vous en a parlé, vous avez pris ça quelque part, mais vous ne vous souvenez pas quand, comment, et la manière que ça a été fait. Vous avez raison. C'est à peu près ça. À peu près ça, M. le commissaire. Parfait. Ça mérite d'être clair. Hein? Est-ce que vous me permettrez d'essayer de pousser davantage? Est-ce que vous avez souvenir qu'un avocat de Langlois soit venu vous présenter les clauses contractuelles? Non. D'une firme externe qui est venue vous présenter les clauses? Non. Si vous avez un procès-verbal et qui dit que j'étais présent, ben, vous êtes obligé de dire oui, là, mais ça ne m'aidera pas beaucoup. Je m'en rappelle pas. Ça n'aide pas beaucoup. Sinon, justement, cette clause de partage de risque, je comprends qu'elle était importante pour vous. Elle est importante également pour d'autres membres du Conseil? Ben oui, je pense que oui. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des discussions où il y avait un intérêt de la part des membres? Oui, parce que ça a été, dans le fond, ça a été, la finalité, ça a été dans l'appel d'offres. Mais là, justement, est-ce que, puis je comprends que vous êtes parti en 2019, là, mais est-ce que vous, les membres, avez suivi l'application de cette clause de partage de risque? Les quelques mois après le contrat, oui. Mais très ben là, on parle de plus, on parle quand même d'un contrat signé en 2017, donc 2017, ça vous amène jusqu'en 2019. Ouais. Là. Oui, on avait sûrement M. Malenfant nous présentait des tableaux ou Mme Tremblay avec des lumières rouges, des lumières jaunes, des lumières vertes. Là, et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Là, vous parlez des indicateurs qu'il y avait dans les présentations de M. Malenfant. Où le risque était, là. Où il n'y avait pas de risque, où il y avait du risque. Mais le suivi de la clause de partage de risque en tant que tel, est-ce que vous avez souvenir que c'était dans les... Ben oui, parce qu'on avait des tableaux qui nous disaient quel risque était actif, puis d'autres risques qui étaient réglés. Donc, mais c'est tout. Oui, mais là, ici, j'aimerais ça tracer une distinction avec vous, puis je ne veux pas me lancer dans un débat juridique, M. Caron, là, mais... Je ne serais pas capable. Il y a les risques, hein, par exemple, est-ce qu'on a suffisamment de ressources humaines dans le projet? Est-ce qu'on a... bon, il y a la gestion des risques, mais il y a également la clause de partage de risques qui, elle, fait en sorte qu'on va se partager monétairement les coûts du projet au fur et à mesure qu'on va avancer. Est-ce que vous établissez cette distinction-là dans votre esprit ou c'est pour vous c'est la même chose? Je distingue votre question, mais sauf que dans la deuxième portion, moi, je n'ai pas eu connaissance qu'on est allé jusqu'à savoir qu'il y avait tant d'argent là qui était en plus, qui était en moins. Là, je ne me souviens pas. D'accord. Les auditeurs internes, M. Caron, oui.
Ça vous dit quelque chose quand je vous parle des auditeurs Oui, internes de la oui. société? Oui, effectivement. Si je vous demande, ils étaient représentés par qui, les auditeurs internes, auprès du conseil d'administration? Bon, tout. Non, pas capable de vous répondre. Monsieur Pelletier, Monsieur Daniel Pelletier. C'est un nom qui me dit quelque chose, mais je suis pas capable de... Vous ne mettez pas Non, pas capable de un mettre visage le sur visage de ça. Non. Quel était le mandat des auditeurs internes dans le cadre du projet CASA? Est-ce que vous en avez souvenir? Pas vraiment. Pas capable de répondre. Puis si je vous demande maintenant comment leur message était accueilli par les membres du conseil d'administration, voire même en fait, parce que là vous êtes sur le comité conjoint, je comprends que vous êtes membre du comité TI, mais c'est conjoint également avec le comité, bon, on l'appelle Vérification, quelque chose. CVP, puis ensuite CAPV, là, effectivement, vérification. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez souvenir de discussions avec les auditeurs internes? Quand vous me rappelez M. Pelletier, ça me dit quelque chose, là, mais je ne me rappelle pas des discussions qu'on a eues. Si je vous suggère que les auditeurs internes et M. Malenfant n'avaient pas tout à fait la même appréciation du projet, ou qu'à tout le moins, les auditeurs internes étaient, disons, un peu moins enthousiastes sur le déroulement du J'ai projet. jamais eu connaissance de ça. En tout cas, c'est pas venu jusqu'à moi, là. Puis si ça a été présenté, là, j'ai manqué. Lorsqu'on vous présente le contrat en 2017, parce qu'on vous a présenté l'appel d'offres au préalable, il y a eu tout le processus, vous nous l'avez expliqué, la présentation du contrat en 2017. Est-ce que vous savez souvenir quel est le montant du contrat à être signé avec l'Alliance? Pour être franc avec vous, là, c'était partie de ma mémoire, ça. Le souvenir est revenu quand j'ai visionné des témoins qui sont venus ici. Mais moi, avant le 1er janvier 2025, pour moi, ce montant-là, sauf ce que j'ai pu voir dans les médias, que c'était 600 quelques millions, puis que là, c'était rendu à 1,1 milliard, puis que regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Est-ce que vous vous souvenez, par ailleurs, on vous aurait parlé d'un taux de bénéfice, la rentabilité du projet qu'on évaluait à 10 %. Ça, est-ce que vous avez souvenir d'une façon contemporaine, non pas ce que vous avez entendu Ce dans que j'ai souvenir, c'est que dans la présentation, soit M. Malenfant ou Mme Tremblay nous sensibilisait au fait que ce projet-là aurait des bénéfices pour les prochaines années et que le coût du projet deviendrait, mettons, comme à zéro, ou on aurait tellement de bénéfices à avoir ce projet-là dans nos plateformes. Parce que le réseau de SAAC, c'est étendu au Québec, là. C'est pas d'hier, là. Et puis, là, on a la présentation que oui, c'est ça, le montant, mais ce montant-là va s'échelonner il va être investi, il va être échelonné sur X années. Donc, en bout de course, si on le regarde en bout de course, on est gagnant. C'est le même que je me souviens de la présentation. Mais les bénéfices, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous comprenez des bénéfices à ce moment-là? Bien, au niveau, entre autres, la plateforme centrale qui était là, ça avait des coûts d'opération. Un mainframe, là, ben là, je peux peut-être aller un petit peu plus loin, là. Moi, je vendais les services après-vente. À la société. À la société, notamment. Mm-hmm. Je me souviens pas des chiffres, là. Mais entre autres, là, je leur présentais qu'après la période de garantie de tel équipement, que ce soit tel équipement de la centrale, bien, la garantie va être finie telle date, là. Voici ce que c'est qu'IBM vous offre comme offre de service pour faire un service. Vous voulez voir un service 24 heures par jour, vous voulez voir un service seulement qu'à 8 heures par jour. Puis là, on s'entendait sur un contrat pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ça dépendait. Donc, ces coûts-là, ils étaient comme enlevés aux oubliettes avec la nouvelle plateforme. Donc, c'est ce genre, c'est un exemple, là. Ça, c'est ce qu'on vous, à tout le moins, c'est ce qu'on vous représentait en 2017. C'est le même qu'on nous représentait
Ben, après, je vous donne un exemple très précis. Voilà, là. Oui. Mais en gros, il y avait des bénéfices administratifs dans les années suivantes. Puis est-ce que vous avez souvenir qu'on a revu ce taux de rentabilité de 10 on l'a revu à la baisse par la suite? Pas pendant que j'étais là. Mais justement, là, vous êtes parti en 2019. Oui. À ce moment-là, on en est où dans le projet CASA? Là, je veux juste me souvenir à la lecture des procès-verbaux que j'ai vus, qu'il y avait la livraison 1 qui était, en tout cas, si elle n'était pas faite, finie, était proche d'être finie. Et qu'est-ce que c'est la livraison 1? À mon souvenir, ma prison 1, c'est surtout sur le côté finance, côté ressources humaines. Et Colin. Qu'on appelle en anglais le back office. Là. Ah, C'est ça? vous avez le bon terme, monsieur le En anglais, là. Je ne l'ai pas en français. Je n'ai pas de mérite. Là. Est-ce qu'il existe en français? Aucune idée. Donc, c'était surtout ça. Puis, c'était positif, ce que j'ai su. Et la livraison 2, elle? Je n'ai pas été informé beaucoup sur la livraison 2. Là. En 2019, la livraison 2 elle débutait, je pense bien. Mais elle était en planification. Il y avait du travail qui avait été fait, du travail préparatoire qui avait été fait pour la livraison 2. Probablement, si j'avais pu consulter l'échéancier, mais je ne l'ai pas consulté. Vous me dites que ça a été Est-ce que commencé. vous voulez dire que vous n'avez pas consulté l'échéancier? L'échéancier était dans les présentations PowerPoint de M. Malenfant? Bien, sur la livraison 1, mais la livraison 2, là, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Là. Vous ne vous souvenez pas? Ben, en fait, D'avoir vu un diagramme ou une présentation. OK, mais vous savez c'est quoi la livraison 2? Qu'est-ce qui devait... C'était l'immatriculation, si ma mémoire est bonne. livraison 2? Ce que j'ai entendu dans vos débats, c'est que la livraison 2 était sur l'immatriculation. Vous avez entendu le débat, mais vous êtes là jusqu'en 2019. Oui, mais Ça, je me souviens. Quand je suis parti de là, quand je suis parti de là, moi, j'ai fait un delete. dans votre mémoire. Oui. Bon. Ben, justement, on va vous rafraîchir la mémoire. Peut-être on va vous exhiber la présentation du projet CASA au conseil d'administration en date du 21 mars 2018. Donc, à ce moment-là, vous êtes encore OK. là au moins un an de votre départ OK. de la société. C'est quelle pièce? C'est une nouvelle pièce. Ah, c'est une nouvelle pièce, parfait. Qui sera coté sous 19P34. Donc, le document s'appelle Suivi chantier CASA, 21 mars 2018. Merci. Donc, on va avancer dans la présentation, s'il vous plaît. Est-ce que c'est... Vous parlez du 21 mars 2019. Oups. Comment? Je suis pas sûr que c'est la bonne. Oui, c'est correct, c'est normal. Information 10 février, ça c'est normal. C'est celle. Oui, c'est celle-là qui est présentée le 21 mars 2018. Parfait, merci. Puis on va aller à la page 3 de cette présentation. Et la date exacte de cette présentation-là? Est-ce que je peux voir la première page? La date est le 21 mars 2018. Mais la présentation est basée sur, ce que je comprends,
des informations qui sont en date du 10 février 2018. D'accord. Puis quelle date que j'ai quitté? Vous avez quitté en 2019. Tu as quitté le 20 mars 2019. Mais j'ai vu dans la première page, c'était le 21 mars 2019. Il me semble que c'est ça que j'ai vu, moi aussi, c'est pour ça. Là. Hein, c'est ça. Juste m'assurer Moi, à que mon c'est- avis, la présentation bien a correct, été faite après que sinon, je suis parti. Il y en a deux, il y a deux présentations suivies du projet CASA. Il y en a une effectivement en mars 2019. Est-ce qu'on peut voir, j'aimerais voir la première page de ce document-là avant qu'on aille à la page 3. Il y a juste- Juste pour rassurer le témoin, là, qu'on Ben, ne il me parle pas semble. de quelque chose que vous n'étiez pas là. Le 21 février 2019. Techniquement, vous partez le 20 mars 2019. Mais c'est pas la bonne présentation. Bon, c'est On l'autre. change qu'il de faut. présentation. Voilà, 21 mars 2018. Et ça, c'est la pièce qui va porter le numéro 19P34, Mme la greffière? Parfait. Exactement. Faut qu'on se mélange après. Ça va donc si on peut aller à la page 3, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien, M. Caron? Je sais Oui. que c'est petit. Oui. Bon, vous voyez la livraison 2 ici. Et celle-ci se déploie dans le temps. Donc, est-ce que c'est à votre souvenir qu'au cours de l'année 2018, là, on travaille sur la livraison 2 et que celle-ci doit être déployée? Là, malheureusement, on manque... la légende ne s'affiche pas complètement à l'écran. Ah, parfait. On va aller dans la légende. Alors, vous voyez l'étoile sur la livraison 2. Là, on parle de déploiement de la livraison 2 et on nous fixe à la fin de l'année 2019. OK. Ça, est-ce que c'est à votre souvenir qu'en 2018, donc un an avant votre départ environ, là, ce qui est dans les cartons, à tout le moins ce que je comprends de la présentation ici, c'est qu'on va travailler à réaliser la livraison 2 au cours de l'année 2018-2019 et qu'on va la déployer, on présume, là, au 31 décembre 2019. 2019. C'est ce que je vois dans le document. Vous n'avez pas de souvenir de ça? Non. Si on va maintenant à la deuxième présentation, celle qu'on vient d'exhiber, donc de mars 2019, février, pardon, merci. Tu l'as déposé, mec? Oui. Alors, ça va être 19P35. Merci. Pour le bénéfice de la greffière, on va lui donner un titre. Donc, cette fois-ci, suivi du projet CASA présenté au conseil d'administration le 21 février 2019. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble la diapositive 11. Et là, pendant qu'on s'y dirige, M. Caron, je ne fais pas erreur, là. Ici, on parle bien des présentations PowerPoint de Carl Malenfant qui sont présentées au comité TI, puis ensuite au conseil d'administration. Mais au comité TI, pas nécessairement les mêmes présentations au conseil. Des fois, ils sont comme synthétisés. Mais à ma souvenance. Donc, Je ne dis pas celle-là, là, mais en général. De façon générale, là, ce qu'on comprend, c'est que celle-ci, selon votre raisonnement, est synthétisée et résumée
versus ce qui a été présenté au comité TI. Peut-être pas toutes les fois, mais c'est arrivé déjà. Il y a de bonnes chances. Oui. Parfait. Parce que normalement, le conseil d'administration fait confiance à ce qui a été travaillé au comité TI. Parfait. Et là, vous voyez ici, donc on est environ 1 an plus tard. On est juste avant votre départ, M. Caron. Et ce que je constate, encore là, c'est ce que je constate personnellement de la présentation, mais on a décalé la livraison 2, là. La livraison 2 qui devait être déployée le 31 décembre 2019, là, on vise davantage. Bon, on a la notion de Go Live technique et Go Live opérationnel, puis là, on est à l'automne 2020. Mais vous comprenez que ça fait longtemps que je suis parti, moi, là, l'automne 2020. Là. Non, mais attention, là. Mais là, vous me présentez un document où, en 2019, je suis comme plus là. En 2019, vous êtes là. Au moment où cette présentation-là... Mars. Pardon? Oui, au moment de la présentation, oui. C'est Mais... comme quand on fait votre projection de retraite. Alors, on vous présente, je vous fais une projection de votre retraite que vous allez prendre dans 5 ans. Je vous dis aujourd'hui là, qu'on va avoir une échelle de 5 ans. Oui. C'est OK. pas là. C'est bon. OK, vous comprenez, là? OK, je comprends. Donc, ce que le procureur veut savoir, c'est on vous a fait cette présentation-là, vous étiez là. OK. Vous étiez là. Ce que je comprends, votre témoignage, c'est que si on n'a pas ça, vous, là, même la phase 2, vous ne vous souvenez pas du tout de l'échéance. Pas grand-chose. Puis que ça a été reporté puis qu'on l'a décalé. Donc, vous n'aviez pas souvenir qu'on avait, en l'espace d'1 an, décalé d'1 an, ou à peu près, le déploiement de la livraison 2. J'ai sûrement eu de l'argumentation pour nous présenter ça, mais je ne m'en rappelle pas. C'est ça. Ils ont dû nous donner les motifs. Mais je ne me souviens pas des motifs, là. À savoir pourquoi ça avait été décalé. Non. Je vais essayer de vous aider. Je vais faire peut-être une dernière tentative. Je vais vous montrer le procès-verbal du comité conjoint du 19 mars 2019. Et ça, c'est je vous suggère que c'est votre dernier comité conjoint avant votre départ. On va attendre ici, simplement, donc, on voit ici la rencontre en date du 19 mars 2019. On voit votre nom, André Caron, membre du comité des technologies de l'information. Et on va descendre maintenant. Encore. On va descendre au haut de la page suivante. Donc, on l'a vu rapidement, M. Caron, mais on avait donc une présentation de suivi de projet CASA par le VPTI qui, évidemment, on l'a établi, et M. Malenfant. Et là, ce qui m'intéresse ici, Monsieur Caron, c'est la section résultats. Et ce qu'on nous dit, je vais le lire à voix haute pour le bénéfice de tous. Parmi les résultats issus des travaux, notons 800 000 heures supplémentaires par rapport à la proposition initiale, soit 600 000 heures pour le fournisseur et 200 000 heures pour la société. Cet écart s'explique principalement par l'utilisation de métriques d'évaluation et d'analyse avec les standards de l'industrie et non pas en fonction de la situation réelle, c'est-à-dire 600 000 heures. L'exercice a permis de dégager une compréhension commune de la situation. Sur les bases de celle-ci, la société et IBM, ou LGS, sont parvenus à une entente de principe qui confirme le nombre d'heures à faire. Donc ça, c'est vraiment juste avant votre départ. Oui. Il est question de la livraison 2. Et ce qu'on dit, là, c'est qu'on est à côté de la plaque pour 800 000 heures de travail, dont 600 000 heures pour LGS. Avez-vous souvenir de ça? Des discussions entourant... Il y a forcément un membre du comité conjoint qui a dit, mais
comment se fait-il qu'on a pu se tromper par un si grand écart? Pour être bien franc avec vous, là, le souvenir que j'en ai, là, c'est la semaine dernière quand je l'ai lu. Mais je n'ai pas souvenir de cette réunion-là. De façon contemporaine, aucun souvenir des discussions. Mais la semaine dernière, quand j'ai lu, j'ai parcouru les procès-verbaux de 2013 à 2019 et je me suis fait une feuille synthèse qui m'aidait à me retrouver dans tous les numéros de procès-verbaux. Mais celle-ci, je me rappelle de l'avoir lue la semaine dernière. Mais je ne me rappelle pas de l'avoir vécue. Mais je devais être là parce que mon nom est dans le procès-verbal. Ça répond à votre question? Non, mais il n'y a pas de réponse à ma question. Alors, si vous n'avez pas de souvenir, vous n'avez pas de souvenir. Effectivement, c'est pas, même pas une. Le procès-verbal ne vous a même pas rafraîchi la mémoire. Ben oui. C'est-à-dire, si c'est marqué, ça doit être ça. Là. mais vous n'avez aucun souvenir De la rencontre. de la rencontre, Non. puis de ce qui a été Non. dit et décidé à cette rencontre. Non. Mérite d'être clair. De personne qui a challengé, monsieur. Je ne rappelle pas de la rencontre. Comment je vais vous répondre que M. X ou Mme Y ont posé des questions? Pas capable? Très bien. Je m'essaye une dernière fois. Premier, monsieur Caron, je vais vous exhiber la rencontre du conseil d'administration en date du 26 avril 2018. Donc, on vient un peu en arrière, là. C'est la rencontre numéro 422 du conseil d'administration de la société. J'avais comme objectif de réveiller ma mémoire. Tranquillement, pas vite. Comme je vous dis, je m'essaye une dernière fois. Moi, mais j'ai pas beaucoup de temps, hein, ça fait que... Non, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Sauf erreur, Maître Thériault-Marois, vous n'avez pas coté le procès-verbal du 19 mars 2019. Vous avez raison, merci. Est-ce que vous le déposez sous 19 pays 36? Oui. Pour Non. celui du 19 mars. Et celui du 26 avril deviendrait 19 pays 37. Oui, celui qu'on va regarder à l'instant. Oui, effectivement. Faites juste attention, pour une Mais précision, c'est ça. là, c'est pas la même. C'est peut-être juste dire le titre là, de la pièce précédente, là, c'est du comité conjoint, là. Oui. Et non du conseil d'administration. Donc, ça va être le procès-verbal du comité conjoint CIT, trait d'union CAPV. Et cette nouvelle pièce, ça sera le procès-verbal du conseil d'administration. Du 26 avril 2018. Donc, pour cette rencontre, si vous voulez bien, on va se diriger à la page 3 du procès-verbal. Parfait, merci. Donc, on se trouve dans la section, M. Caron, dans la section rapport de la présidente et chef Oui. de la direction, Effectivement. qui est, à ce moment-là, Mme Tremblay et M. Malenfant. oui, mais là, on parlait bien de la présidente et chef de la direction. Donc, on parle de Mme Tremblay ici, non de Tremblay. M. Malenfant. Et elle avait donc, ma compréhension des procès-verbaux, je vous demande de confirmer ou d'infirmer, elle avait l'habitude de faire une présentation des principaux enjeux ou des principaux, disons, éléments dans l'actualité là, concernant la société. Effectivement. Et on a une sous-section ici, couverture médiatique, qui concerne CASA. Et on y mentionne, la présidente revient sur la diffusion d'un article du Journal de Québec sur le projet CASA. Nous nous attendions à ce que le projet suscite de l'intérêt des médias. Bon, et là, on continue par la suite à discuter de comment est-ce qu'on a traité cet article. On mentionne qu'il n'a pas eu d'impact sur la relation avec nos partenaires et la crédibilité de la société. On
mentionne en terminant, un suivi a aussi été fait avec le cabinet du ministre. L'opposition a fait la demande de nous convoquer en commission parlementaire, mais à ce jour, nous n'avons pas reçu de convocation. Donc, je réitère qu'on est en 2018. Monsieur Caron, j'ai peut-être déjà la réponse, là, mais est-ce que vous vous souvenez de quel article de presse il est question ici? Pas du tout. Mais par contre, j'ai repris connaissance la semaine dernière de cet événement-là. Mais de l'événement en particulier, je ne m'en rappelle pas. Puis qu'est-ce que le Journal de Québec a publié, j'ai aucune idée. C'était sûrement pas positif. Ben, écoutez, vous ferez vos propres déductions là, avec le titre de l'article, mais je vous suggère qu'à ce moment-là, on venait de publier un article qui s'intitulait « Risque de dérapage informatique à la Société d'assurance automobile du Québec ». Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Pas du tout. Puis si je vous dis qu'on est en 2018, là, mais déjà cet article de presse identifie des risques. Cet article est pratiquement prophétique. Là, on va parler de problèmes de ressources humaines, on va parler de travailleurs qui sont situés en Inde, on va parler d'un problème de définition des besoins, déjà en 2018. Là. Ça vous dit rien? Ça me dit rien parce que Journal de Québec, c'est pas mon... C'est pas votre... Je n'ai pas de journaux. Vous n'êtes pas de bonne. Mais au-delà de ça, là, c'est-à-dire que la présidente... Vous en avez parlé, hein? La présidente là, vous en fait un point particulier lors d'un CA. Là. C'est parce que le procureur va dans l'article lui-même. Non, Je ne suis pas conscient de l'article. Est-ce que vous avez souvenir Non. que Mme la PDG, Tremblay, a parlé d'un article du Journal de Québec concernant le projet CASA? Non. Non. Mais dans le processus, Mme Tremblay nous faisait toujours des topos de ce qui s'était passé ou ce qui était pour éventuellement se passer. Ouais, à chaque régulier, à chaque elle faisait conseil. des topos à chaque conseil. Ça, vous en souvenez. Mais le contenu spécifique, il a dit, c'était une tentative. Il essayait là, de vous réviver la mémoire. Là. Fait que ce que vous me dites, c'est que si je ne l'avais pas lu Je m'en la souvenais semaine pas. passée, dans ma préparation de témoignage, Ça sera... ça a le mérite d'être très franc. Là. Et puis j'apprécie. N'essayez pas d'en inventer. Là. C'est ça. J'ai jamais été bon là-dedans parce qu'un mensonge, il faut que tu vives avec ton mensonge après. Et voilà, vous avez tout compris. Ce que je comprends, à tout le moins de l'esprit de votre témoignage, M. Caron, aujourd'hui, c'est que vous dites, ben moi, dans tous les cas, je suis parti en 2019. Là. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, moi, la livraison 2, je m'y suis pas vraiment... j'étais pas vraiment impliqué puisque je suis parti en 2019 avant qu'elle soit déployée bien plus tard. Là. Mais moi, ce que je retiens de cet article publié en 2018, c'est que vous étiez au courant, comme administrateur, qu'il y avait des risques, que ça pouvait causer des problèmes à la société. Mais le tableau précédent, il y avait comme un doute. Non. Alors, ma question pour vous, M. Caron, c'est compte tenu que vous siégez au comité conjoint, au comité TI, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je comprends que la maison n'était pas prise en feu au moment où vous avez quitté, là. Non. Mais qu'est-ce que vous avez fait entre 2014 et votre départ en 2019 pour vous prémunir contre cet incendie? Qu'est-ce que vous avez fait pour, que ce soit à titre individuel ou collectivement, au comité conjoint, au conseil d'administration, pour éviter le dérapage en question? Ben, je suis obligé de vous répondre que personnellement, moi, je n'ai pas amené, je n'avais pas de solution. On nous amenait qu'est-ce qui était à risque, ce qui n'était pas à risque, ce qui était fini, ce qui n'était pas fini. Mais sur le détail des propositions, moi, Vous avez fait confiance, c'est ce que vous avez dit au départ. Ça a toujours été ma façon de faire. Moi. Le conseil d'administration a fait confiance à ses comités et à son personnel. Mais ce que je comprends, puis ça c'est important, ce que vous venez de répondre, c'est-à-dire que vous-même n'avez pas fait de proposition. Encore là, je reprends toujours le terme, c'est l'acte de foi. Vous avez des professionnels qui viennent vous expliquer ça. Et ça a toujours été ma façon de procéder dans tous les conseils d'administration, je te le dis. C'est mon vécu. Et là, je comprends que vous n'étiez plus là, M. Caron, mais vous en pensez quoi des dépassements de coûts, des dépassements d'échéanciers, de réduction de la portée de la livraison 2, de l'évacuation de la livraison 3?
Qu'est-ce que vous en avez pensé une fois que vous avez... Je comprends que vous n'étiez pas dans l'actualité seconde par seconde, là, mais... Non, je n'étais pas dans l'actualité seconde par seconde. Puis avant d'être convoqué à cette commission, ben là, je me suis comme réveillé un peu, hein, dans le sens que s'ils m'ont appelé, c'est parce que ça doit être sérieux. Donc, j'ai commencé à revoir de la documentation. Puis, pour répondre à votre question, c'est qu'un des articles du Devoir, entre autres, où il y avait que j'ai relu effectivement hier soir avec M. Malenfant, hein, qui donne tout son vécu à lui, que je suis obligé de dire, regarde, si lui il dit, là, il était là, moi je n'étais plus là. Donc, il doit avoir raison. Mais comment vous avez apprécié a posteriori votre travail comme membre du conseil d'administration? Est-ce que ça vous a choqué quand vous avez vu les dépassements de coûts, les dépassements de délai, la réduction de portée, comme je viens de mentionner? Ben, je me suis dit, il veut sûrement avoir des raisons. Par contre, je ne les connais pas. Puis c'est votre travail, je pense, c'est votre mandat de les trouver. Mais quand je lis l'article du Devoir avec M. Malenfant, je trouve des réponses, moi, là-dedans. En tout cas. Puis j'ai confiance en lui. Mais ça, ce pas des réponses que vous avez obtenues quand vous étiez membre du conseil d'administration. Encore aujourd'hui, vous avez confiance. Oui, mais on n'était pas dans la situation du 500 millions qui est véhiculé dans les médias, là. Mais je vous ai montré des documents, M. Caron, puis là, je ne veux pas commencer à argumenter avec vous, là, mais je vous ai montré des documents comme quoi ça se profilait, ça. On le voyait venir. On avait mal évalué les heures, on retardait la livraison d'eux. Je veux dire, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. On aurait pu dû le voir venir, ce dérapage. Oui, mais vous m'avez présenté un tableau de 2018. Même si j'avais été là 12 ou 15 mois après, on n'a pas eu le temps de réagir à ce tableau-là. Là. Vous avez soulevé quelque chose d'hyper intéressant tantôt, comme vous avez dit. S'ils m'ont fait venir, il doit y avoir une raison. On vous l'a dit, la raison. OK? C'est-à-dire, cette semaine, vous allez voir, on fait entendre des membres du CA. Vous avez pu voir. Membre du CA, président du CA, membre de comité, etc. Moi, le mandat que j'ai avec mon équipe, c'est de faire un portrait de la situation. Ça, c'est une première phase. Puis ensuite de ça, c'est de faire des recommandations au gouvernement, justement, pour éviter, si j'arrive à la conclusion que ça a été un fiasco, comme les médias le disent. Moi, je ne suis pas là encore. Là. OK? Après avoir entendu toute la preuve. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le rôle du CA? C'est quoi le rôle des membres? Etc. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils étaient adéquatement au courant? Parce qu'au bout de la ligne, c'est le CA qui décide. Mm-hmm. Je comprends. Vous savez? C'est le CA qui décide. Alors, s'il y a eu des lacunes, par exemple, en termes de transmission d'informations, de formation des membres de CA, du profil des membres d'un CA comme la société, c'est important que je pose des questions à une personne comme vous. C'est important. Dénigrez-vous pas ce matin. OK? C'est important. Vous n'êtes pas ici pour rien. Je comprends les problèmes de mémoire, je peux les comprendre, etc. Mais effectivement, moi, là, ce qui répond beaucoup à mes questions, là, c'est l'acte de foi que vous faisiez. Là. Moi, ça m'éclaire. Alors, je ne sais pas si le procureur de la commission a d'autres questions. Est-ce qu'il y a vraiment des questions contre-interrogatoires? Je ne vous les mettrai pas, là, mais si vous voulez... Non, mais monsieur le commissaire, on n'a pas de questions. Vous pouvez laisser faire, vous dites? Je vous ai dit que nous n'avions pas de questions. OK, j'avais mal compris. Ça doit être lâche. Parfait. Alors, on vous libère. Écoutez, midi 25, vous avez du temps en masse d'aller à votre rendez-vous. Merci. Bon appétit également. Alors, monsieur le commissaire, oui, avec votre permission, oui. Je vous demanderai une courte séance de gestion à huis clos, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors, ce que là, je vais expliquer, c'est quoi une séance de gestion pour que tout le monde se comprenne bien. Vous, en premier, je vous libère. C'est terminé. Merci. Parfait. Alors, vous pouvez quitter. Bonne fin d'audition. Merci beaucoup. C'est gentil, j'apprécie.